Jung a fait une découverte que personne ne voulait entendre. Pas une découverte sur les autres, pas une théorie sur les malades mentaux ou les criminels. Une découverte sur toi, sur moi, sur chacun d'entre nous. Il a découvert que nous portons tous, au fond de nous, une partie sombre que nous passons notre vie entière à nier. Il a appelé ça l'ombre. Et il a dit quelque chose qui a choqué le monde académique de son époque. Plus tu nies ton ombre, plus elle prend du pouvoir sur toi, pas moins, plus. Et cette découverte, il ne l'a pas faite dans un bureau en lisant des livres. Il l'a faite en observant des êtres humains en souffrance et en s'observant lui-même avec une honnêteté que peu de gens sont capables d'avoir. Jung était quelqu'un qui croyait que le thérapeute devait d'abord traverser ses propres ténèbres avant de prétendre guider quelqu'un d'autre dans les siennes. Et voici la partie que personne ne t'a dite, cette ombre que tu refuses de regarder, cette colère que tu trouves indigne de toi, cette envie que tu juges mesquine, cette brutalité que tu répugnes à reconnaître, c'est exactement ce que le narcissique dans ta vie a senti, avant même que tu l'aies remarqué. Il a vu ton ombre avant toi, et il s'en est servi. Écoute-moi bien, car ce que je vais te révéler, personne n'ose le dire. Ce n'est pas confortable, mais c'est la seule vérité qui peut vraiment te libérer. Il y a un profil d'empathe que je rencontre sans cesse dans ma pratique. Une femme ou un homme qui s'est construite toute sa vie autour d'une identité simple et belle. Je suis quelqu'un de bien, je suis douce, je suis généreuse. Je ne blesse pas les autres, je pardonne, je comprends. Cette identité est réelle, ses qualités sont réelles, mais il y a quelque chose que cette personne ne s'est jamais permis d'être. Elle n'a jamais été vraiment en colère, pas d'une façon qu'elle reconnaissait comme légitime. Elle n'a jamais dit « non » avec une conviction totale, sans se sentir coupable ensuite. Elle n'a jamais admis qu'elle pouvait ressentir de l'envie, parce que l'envie, c'est laid, et elle n'est pas comme ça. Elle n'a jamais accepté sa propre capacité à se défendre avec dureté, avec fermeté, avec un détachement froid si nécessaire. Tout ce qu'elle ne pouvait pas être, elle l'a refoulé. Et Jung avait un nom pour tout ce qu'on refoule, l'ombre. J'ai vécu exactement la même chose pendant des années. Je me définissais comme quelqu'un d'empathique, de bienveillant. Ma thérapeute de l'époque, une femme exceptionnelle, m'a un jour posé une question qui m'a glacé. Et si ta bonté était aussi une façon de ne jamais avoir à rencontrer ta colère? J'ai mis 6 mois à comprendre ce qu'elle voulait dire. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelque chose que Jung avait compris et que la plupart des thérapeutes modernes n'osent pas dire clairement. La raison pour laquelle tu as été vulnérable au narcissique n'est pas ta gentillesse. C'est ton refus de connaître ton propre côté sombre. Et cette compréhension, aussi douloureuse qu'elle soit au début, est la clé d'une liberté que tu n'as peut-être jamais connue. Reste avec moi. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui peut changer quelque chose de fondamental dans ta façon de te voir. Nous sommes en 1908. Carl Gustav Jung travaille à la clinique de Burgelsli, à Zurich. Il est encore l'héritier désigné de Freud. Mais quelque chose dans ses observations cliniques ne correspond pas aux théories de son mentor. Jung observe ses patients, et il observe aussi ses collègues, ses amis, lui-même. Il commence à comprendre quelque chose de dérangeant sur la nature humaine. Quand un enfant grandit, il apprend très vite ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Il apprend que certaines émotions font peur aux adultes. La colère incontrôlable, la jalousie, l'agressivité, l'égoïsme brut, la cruauté. Mais aussi parfois, et c'est là que ça devient complexe, des choses plus subtiles. Le désir d'être vu, l'ambition, la sexualité, la créativité débordante, la joie sauvage qui dérange. Tout ce que l'enfant ne peut pas exprimer, tout ce pourquoi il a été puni ou jugé ou ignoré, il le met quelque part. Dans une pièce intérieure. Il ferme la porte. Il cache la clé. Il oublie même que cette pièce existe. Et cette pièce, elle ne reste pas vide. Elle s'accumule. Pendant des années, pendant des décennies, tout ce qui aurait dû être vécu, exprimé, intégré, ça s'entasse là, dans l'obscurité, à l'abri du regard de l'ego. C'est l'ombre. Selon Jung, l'ombre
est la chose qu'une personne n'a aucune envie d'être. Mais voici le problème. Cette pièce fermée à clé, elle n'est pas morte, elle est vivante. Elle s'agite, elle cherche à sortir. Et quand on ne la laisse pas sortir consciemment, elle sort quand même. Mais de façon incontrôlable, à des moments qu'on ne choisit pas. Ou alors, et c'est là que le mécanisme devient vraiment dangereux, elle sort sous forme de projection. Quand tu ne peux pas voir quelque chose en toi, tu le vois dans les autres. La personne qui nie totalement son agressivité va percevoir de l'hostilité partout. La personne qui refoule son ambition va accuser les autres d'être calculateurs. La personne qui enterre sa colère va être hypersensible à la colère d'autrui. Jung appelait ça la projection de l'ombre. Et c'est universel. Nous faisons tout ça. La différence, c'est le degré et la conscience qu'on en a. En 15 ans de pratique clinique avec des survivants de violences narcissiques, j'ai vu quelque chose de très cohérent. Les personnes les plus empathiques, les plus douces, les plus attachées à leur image de bonté, ce sont celles qui ont l'ombre la plus dense. Pas parce qu'elles sont mauvaises, parce qu'elles ont refoulé davantage. Elles ont travaillé tellement dur pour être bien qu'elles ont enterré des parties vitales d'elles-mêmes. Et ces parties enterrées ont une gravité propre. Elles attirent. Imagine ta psyché comme une maison. Une grande maison lumineuse que tu entretiens soigneusement. Tu ouvres les volets chaque matin. Tu ranges, tu nettoies, tu décores. Tu montres cette maison avec fierté. C'est toi. C'est qui tu es. Mais il y a une cave. Une porte que tu n'ouvres jamais. Derrière cette porte, tout ce que tu as décidé que tu n'étais pas. Ta rage, ton égoïsme potentiel, ta capacité à blesser, ton envie de prendre, parfois, sans donner, ta dureté possible, ton indifférence possible, et aussi parce que l'ombre ne contient pas seulement ce qui est de mauvais, peut-être ta créativité brute, trop étrange pour être montrée, peut-être ton ambition, jugée prétentieuse, peut-être ta sensualité jugée indécente, peut-être ta certitude jugée arrogante. L'ombre contient tout ce qu'on a mis de côté pour rester acceptable aux yeux des autres. Tu as fermé cette cave il y a si longtemps que tu as oublié qu'elle existe, mais quelqu'un d'autre, lui, ne l'a pas oubliée. Mais voici ce que j'ai découvert en clinique et qui va tout expliquer, et qui m'a moi-même pris des années à accepter. Le narcissique a une sensibilité particulière à l'ombre des autres. Ce n'est pas conscient. Ce n'est pas calculé de façon froide et délibérée dès le départ. C'est quelque chose de plus primitif, de plus instinctif. Il détecte, comme un animal de prédation détecte les zones de faiblesse, les endroits où tu n'es pas entière. Et qu'est-ce qu'il t'offre au début? Il t'offre exactement ce que tu as refoulé. L'empathe qui a enterré sa colère rencontre quelqu'un qui, lui, exprime sa colère sans filtre. Quelle force, pense-t-elle. Quelle liberté. L'empathe qui n'a jamais osé prendre de l'espace rencontre quelqu'un qui occupe toutes les pièces. Quelle présence, pense-t-elle. Quel charisme. L'empathe qui se juge trop sentimental rencontre quelqu'un d'apparemment détaché, rationnel, impossible à déstabiliser. Quelle solidité, pense-t-elle. Tu vois ce qui se passe? Tu projettes sur lui les parties de toi que tu as enfermées dans la cave. Tu le vis comme quelqu'un qui a ce que tu n'as pas, mais en réalité, tu vis en lui ton propre reflet déformé. C'est la fascination de l'ombre projetée. C'est ce que Jung avait compris. Et c'est ce que le narcissique, consciemment ou non, exploite. Voici Laetitia. 42 ans, infirmière depuis 20 ans. Quand elle est venue me voir pour la première fois, elle avait du mal à nommer ce qu'elle ressentait. Je l'aimais vraiment, m'a-t-elle dit. Il avait quelque chose que je n'arrivais pas à expliquer. Une façon d'occuper l'espace, une certitude. Quand je lui ai demandé ce qu'elle avait réprimé toute sa vie, elle a répondu sans hésiter. Ma colère. Depuis toujours. Ma mère disait que les femmes en colère sont des femmes hystériques. La colère de Laetitia était dans sa cave depuis l'enfance. Et quand cet homme est apparu, exprimant sans honte une colère permanente, exigeant, occupant l'espace, elle n'a pas vu un homme dangereux. Elle a vu sa propre ombre dans un corps étranger. Et elle en est tombée amoureuse. Au cours de nos séances, Laetitia a commencé à comprendre que ce n'était pas cet homme qu'elle aimait vraiment. C'était la promesse qu'il représentait.
la promesse que quelqu'un pouvait exister dans ce monde sans s'excuser d'occuper de la place. Elle avait passé sa vie entière à se rapetisser. Et lui, aussi toxique qu'il était dans ses comportements, lui montrait que rapetisser n'était pas obligatoire. Le problème, c'est qu'il lui montrait ça de la façon la plus destructrice possible, parce qu'il n'était pas libre. Il était esclave d'une image. Et cette image-là, elle coûtait à Laetitia sa santé, sa confiance en elle, ses amis, parfois son sommeil. Elle cherchait sa liberté. Elle a trouvé sa prison. Ça va faire mal, mais c'est la vérité dont tu as besoin. Tu n'étais pas simplement victime d'une manipulation extérieure. Tu as été aspiré vers quelqu'un qui portait la version externe de ce que tu t'étais interdit d'être. Ce n'est pas ta faute. C'est un mécanisme psychique que Jung a identifié il y a presque un siècle. Et c'est toujours vrai. La projection de l'ombre fonctionne comme une loi de gravitation. Personne n'y échappe entièrement. Mais il y a une deuxième couche. Et c'est là que ça devient encore plus douloureux. Le narcissique n'est pas réellement ce que tu as projeté sur lui. Il n'est pas vraiment fort. Il n'est pas vraiment solide. Il n'est pas vraiment libre. Derrière la certitude apparente, il y a un vide. Un vide narcissique qui a besoin d'être rempli en permanence par le regard des autres. Ce qu'il exprimait avec tant d'aplomb n'était pas de la force, c'était du contrôle. Il contrôlait sa colère comme une arme, pas comme une énergie libre. Il occupait l'espace non par abondance intérieure, mais par peur panique du vide. Il était détaché non par solidité, mais parce qu'il ne peut pas vraiment ressentir. Mais tu ne pouvais pas voir ça. Pas encore. Parce que tu n'avais pas cartographié ce territoire en toi-même. Tu ne savais pas à quoi ressemble la vraie colère intégrée, la vraie force. Tu ne savais pas faire la différence entre quelqu'un qui a apprivoisé son ombre et quelqu'un qui en est esclave. Et c'est précisément pour ça que tu étais vulnérable. Alors voici la question qui change tout. Et si la solution n'était pas d'apprendre à reconnaître les signaux chez lui, mais d'apprendre à reconnaître quelque chose de fondamental en toi? Ce que Jung a vraiment dit sur l'intégration de l'ombre, pas la version édulcorée qu'on enseigne parfois dans les retraites de bien-être, mais la vraie version, clinique, exigeante, c'est ceci. On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Pas en niant l'obscurité, pas en la combattant, en la rendant consciente. Intégrer l'ombre ne signifie pas devenir ce qu'on a refoulé. Ce n'est pas une invitation à laisser libre cours à sa rage, à son égoïsme, à sa cruauté potentielle. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et beaucoup plus puissant. Intégrer l'ombre, c'est reconnaître « Oui, je suis capable de colère. Oui, je peux être égoïste dans certaines circonstances. Oui, il y a en moi une dureté possible, une froideur possible, une brutalité possible, même si je choisis de ne pas l'exprimer. Quand tu peux dire ça avec honnêteté, quand tu peux tenir ça sans t'effondrer et sans en être écrasé, quelque chose de fondamental change dans ta perception des autres. Voici ce qui se passe concrètement. Quand tu connais ta propre colère, vraiment, de l'intérieur, tu reconnais la colère masquée chez quelqu'un d'autre. Tu n'es plus hypnotisé par la façade. Tu sens l'odeur de la même chose que tu portes, mais qui est utilisée différemment. Quand tu acceptes que tu pourrais, toi aussi, manipuler pour obtenir ce que tu veux, même si tu ne le fais pas, tu vois la manipulation d'autrui avec une clarté nouvelle. Pas avec jugement, avec reconnaissance. Et c'est là que le gaslighting perd son pouvoir sur toi. Le gaslighting fonctionne parce qu'il s'appuie sur une fissure dans ta confiance en ta propre perception. Tu exagères, tu es trop sensible, tu imagines des choses. Et toi, qui as appris à douter de tes réactions fortes, de tes émotions indignes, tu te dis peut-être qu'il a raison. Mais quand tu as intégré ton ombre, tu te connais différemment. Tu sais à quoi ressemble une réaction émotionnelle réelle en toi. Tu sais faire la différence entre une projection de ta propre peur et une perception juste d'une menace réelle. Tu ne peux plus être convaincu que ce que tu as perçu n'existait pas. Tu es devenu le témoin fiable de toi-même. Et ça, être le témoin fiable de soi-même, c'est ce qui manquait depuis le début. Pas la connaissance du narcissisme, pas la liste des comportements suspects, pas la théorie de l'attachement anxieux, la capacité à regarder ce que tu ressens et à te faire confiance. C'est une protection que rien d'externe ne peut t'offrir.
Ni les livres sur le narcissisme, ni les listes de red flags, ni les stratégies de no contact. Ces outils sont utiles, mais ils restent externes. La vraie protection est intérieure. Elle vient de te connaître assez profondément pour ne plus pouvoir être retournée contre toi-même. Jung l'a identifié il y a presque un siècle, et c'est toujours vrai. La personne qui se connaît dans sa totalité, lumière et ombre, est une personne que les prédateurs psychiques fuient. Non pas parce qu'elle est dure ou agressive, mais parce qu'elle est entière. Et l'entièreté n'est pas manipulable. Et maintenant, le plot twist que Jung avait compris et que presque personne n'ose formuler clairement, même dans les thérapies les plus avancées. Le narcissique dans ta vie était ton miroir. Pas ton bourreau au sens absolu. Pas quelqu'un qui t'a choisi par hasard, ni quelqu'un qui t'a fait du mal parce que tu n'avais aucune valeur. Il était, au sens jungien du terme, le porteur de ton ombre projetée. Je sais que ça peut sembler injuste à entendre. Je sais ce que tu traverses, ou ce que tu as traversé. La douleur était réelle. L'abus était réel. Je ne suis pas en train de minimiser ce qui s'est passé. Je ne suis pas en train de dire que c'était de ta faute. Ce que je dis, ce que Jung aurait dit, c'est quelque chose de beaucoup plus précis. Il incarnait ce que ton ombre contenait. Pas pour te condamner, pour te le montrer. La psyché a une intelligence propre. Une intelligence que l'ego, la partie consciente, rationnelle de nous, n'aime pas reconnaître. Cette intelligence crée des situations qui nous forcent à rencontrer ce que nous avons fui. Pas pour nous punir, pour nous compléter. Le narcissique qui t'a attiré avec sa liberté de colère te disait quelque chose. Tu as de la colère en toi que tu ne reconnais pas comme tienne. Le narcissique qui t'a fasciné avec sa capacité à prendre sans scrupule te disait « Il y a en toi un besoin de prendre soin de toi-même que tu as entièrement refoulé. » Le narcissique qui t'a captivé avec son détachement apparent te disait « Tu as besoin de développer une distance émotionnelle saine que tu t'es interdit d'avoir. » Ton ombre t'a envoyé un miroir déformant, dangereux, toxique dans son comportement, mais un miroir quand même. Et voici la partie la plus libératrice de tout ça. Quand tu intègres l'ombre, quand tu récupères les parties de toi que tu avais confiées, à ton insu, à ce miroir, le lien traumatique se brise naturellement, pas par force de volonté, pas par décision consciente, naturellement, parce que tu n'as plus besoin du miroir. Tu n'as plus besoin de quelqu'un qui exprime ce que tu n'oses pas exprimer. Tu peux maintenant exprimer ta propre colère, de façon saine, intégrée, sans perdre le contrôle. Tu peux maintenant prendre de l'espace, sans culpabilité. Tu peux maintenant te montrer froide quand la situation l'exige, sans te trahir. Le miroir a perdu sa fonction. Et quand un miroir perd sa fonction pour l'ombre, la fascination tombe. Le lien traumatique se dissout. Non pas parce que tu as oublié ou pardonné ou guéri au sens superficiel du terme, mais parce que tu n'as plus besoin de voir ton ombre dans quelqu'un d'autre. Laetitia m'a dit quelque chose, lors de notre dernière séance, qui résume mieux que n'importe quelle théorie ce que ce processus produit. Elle m'a dit « Je croyais que ma guérison viendrait du jour où j'arrêterais de penser à lui. Mais en réalité, elle est venue du jour où j'ai arrêté de fuir les parties de moi-même qu'il m'avait montrées. Tu l'as enfin trouvé en toi. Si ce que tu entends aujourd'hui résonne avec quelque chose de profond en toi, si tu sens que Jung a mis des mots sur une expérience que tu n'arrivais pas à nommer, tu peux soutenir ce travail avec un super thanks. Et dans les commentaires, écris-moi la citation de Jung qui t'a le plus touché dans cette vidéo. Je les lis tous. Ces réponses me disent d'où tu en es dans ton chemin. Jung n'était pas seulement un théoricien, il était clinicien. Et il a développé des pratiques concrètes pour travailler avec l'ombre. La plus connue est ce qu'il a appelé l'imagination active. Je vais te donner 3 étapes pratiques, adaptées à ce que j'utilise en clinique, pour commencer le travail d'intégration de l'ombre. Première étape, l'identification. Prends une feuille. Écris les qualités que tu as le plus détestées chez le narcissique dans ta vie. Pas les comportements, les qualités. Sa certitude, son égoïsme, sa façon de ne pas s'excuser, son indifférence au regard des autres, sa colère libre, sa capacité à prendre. Maintenant, retourne cette liste vers toi, pas pour te dire que tu as ces défauts, mais pour te demander, est-ce qu'il y a une version saine, intégrée,
de chacune de ces qualités que tu t'es interdit d'avoir? Est-ce qu'il y a une forme de certitude que tu te refuses? Une forme de frontière claire que tu n'oses pas établir? Une colère légitime que tu muselles depuis toujours? Ce que tu as détesté chez lui est souvent la version toxique et déréglée de quelque chose que ton ombre réclame, dans une version saine. Deuxième étape, la réclamation. Prends une des qualités identifiées, celle qui te semble la plus chargée, la plus inconfortable à reconnaître, et demande-toi, comment est-ce que je pourrais exprimer ça, dans ma vie, cette semaine, d'une façon qui me respecte et qui respecte les autres? Pas en imitant le narcissique, en trouvant ta propre version intégrée. Si c'est la colère, y a-t-il une situation dans ma vie où j'ai besoin d'exprimer un mécontentement réel, clairement, sans m'excuser d'avance? Si c'est la frontière, y a-t-il quelqu'un à qui j'aurais dû dire non et que je n'ai pas osé dire? Si c'est l'espace, y a-t-il un projet, un désir, une ambition que je mets toujours en dernier derrière les besoins des autres? Réclamer l'ombre, c'est ça. Ce n'est pas devenir mauvaise, c'est devenir entière. Troisième étape, la vigilance créative. Commence un journal, pas un journal intime au sens traditionnel, un journal des émotions que tu juges. Chaque fois que tu ressens quelque chose et que ta première réaction est « je ne devrais pas ressentir ça », note-le, sans te juger, sans analyser immédiatement. Juste, aujourd'hui, j'ai ressenti de la jalousie envers ma collègue. Aujourd'hui, j'ai voulu dire quelque chose de dur et je me suis retenu. Aujourd'hui, j'avais envie de disparaître et de tout laisser tomber. Ces notes sont les signaux que ton ombre t'envoie. Elle te dit « Je suis là, ne m'ignore pas, je veux être vu ». J'ai commencé ce journal moi-même il y a une quinzaine d'années. Après ma thérapie, les premiers mois, les pages étaient presque vides. Je ne ressentais pas grand-chose que j'étais prête à admettre. Et puis, progressivement, les pages se sont remplies. Et chaque chose que j'écrivais, chaque émotion que je refusais de nier, c'était comme récupérer un fragment de moi-même que j'avais cru perdre. Je ne suis pas devenue sombre. Je suis devenue complète. Et la complétude, c'est ça, la vraie protection. Pas les stratégies, pas les techniques, pas les listes de comportements à surveiller. La clarté qui vient de te connaître entièrement, lumière et ombre, c'est une forteresse que personne ne peut démolir de l'extérieur. Et maintenant, j'ai une question pour toi. Quelle est la partie de toi que tu refuses de regarder en face? Pas la partie du narcissique que tu as détesté, la partie de toi. La colère, l'ambition, l'égoïsme, la dureté possible. Écris-la dans les commentaires. Juste un mot ou une phrase. C'est un acte de courage. Et parfois, nommer une chose suffit à commencer à l'intégrer. Je te donne la permission de ne pas être uniquement lumière. Je te donne la permission d'avoir une ombre, une vraie, une dense, une qui fait partie de toi autant que ta bonté et ta sensibilité. Je te donne la permission de rencontrer cette ombre sans te condamner, de la regarder en face avec curiosité plutôt qu'avec honte. Parce que comme Jung l'a dit, et cette phrase, je veux que tu la gardes avec toi. Qui regarde à l'extérieur rêve. Qui regarde à l'intérieur se réveille. Tu mérites de te réveiller entièrement. À bientôt.